Alors, bonjour à tous et à toutes. Ici Pierre-Antoine Gilbert, agronome pour La Main Verte, l'application qui assiste les gens au jardin. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient à cœur sur le plan agronomique, donc au niveau de l'agriculture, mais qu'on va transposer dans un contexte de jardinage. Donc, on va regarder c'est quoi une analyse de sol, puis on va aussi traiter un peu de fertilisation, de comment résoudre des problèmes en lien avec la fertilité de nos jardins. Fait que là, on voit un rapport d'analyse qui a été fait dans un laboratoire accrédité, le même genre de laboratoire que les agriculteurs et les agricultrices vont utiliser, mais on l'amène finalement dans nos jardins. Fait que c'est normal au début que on ne sache pas quoi faire avec cette information-là. Puis toute confidence, là, même sur le plan agronomique, quand on commence à travailler en agronomie, des fois, on se pose quand même encore des questions par rapport à toute l'information qui est véhiculée là, pardon. Donc là, on peut voir qu'il y a des chiffres, il y a des éléments qui sont mesurés. Il y a des codes de couleurs aussi. Puis ça veut dire quoi tout ça que ça mange en hiver? Ben, la main verte est là pour vous accompagner dans bien des facettes du jardinage. Puis l'analyse de sol, ben, c'en est une de ces facettes-là. Donc, si on regarde le premier truc, les codes de couleurs, c'est une façon de quantifier ou de qualifier un peu l'état du jardin. Mais très riche, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est très bon. Ça veut juste dire qu'il y en a beaucoup. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Parce que le premier élément que j'aime regarder au niveau d'un jardin, ben, c'est le pH. Là, on voit tout de suite qu'il y a deux colonnes au niveau du pH. On a le pH haut puis le pH tampon. Là, ça tombe bien dans notre analyse de sol, sont au même niveau, mais des fois, on va observer des différences dans la mesure qui est faite. Là, c'est un pH réalisé en laboratoire avec un bon pH mètre. Mais quelqu'un qui a des petits papiers pH à la maison ou qui a un petit outil qu'on appelle un pH mètre peut s'amuser à le reprendre quelques fois par année ou à chaque année ou dans différentes parcelles. Donc, il y a moyen de le faire quand même maison. Mais dans le cas d'une analyse chimique, le pH, c'est un des premiers éléments qui est mesuré. Donc, pour la plante, ce qu'on regarde, c'est la colonne du pH haut. La colonne pH tampon en jardinage, c'est pas grave. On s'en fout un peu. Elle n'a pas vraiment d'importance pour nos jardins, mais normalement, elle va servir de base de calcul pour savoir est-ce que je dois rajouter de la chaux pour augmenter mon pH ou non. Fait qu'elle fait partie d'un calcul, mais qui ne nous sert pas au jardin. Donc, le pH, je reviens à ma page, pardon. Le pH, à 7, il est neutre. Quand on tombe à 7,4 en haut, ben on tombe faiblement alcalin, puis en bas, faiblement acide, on va être autour de 6,5. Mais la plupart des plantes, ils aiment ça être à 6,5, peut-être même 6. Ça fait en sorte que les éléments nutritifs là, pour nourrir la plante, les fertilisants, sont plus disponibles pour la plante quand on est à 6,5. Si on est trop alcalin, là, en haut de 7, mais ça va faire en sorte que certains éléments nutritifs vont être bloqués, vont rester dans le sol. La plante, elle ne sera pas capable de le boire par ses racines. Puis si on est trop acide, ben, ça va faire la même chose. Tandis qu'à 6,5, là, c'est probablement la frontière ou la zone optimale pour qu'une plante puisse venir le prélever. Bon, il y a beaucoup d'analyses de jardin, là, d'analyses de sol des jardins que les pH sont en haut de 7. La raison, l'hypothèse, c'est qu'on met beaucoup de compost au jardin. Peut-être trop même. Ça reste à discuter, ça reste à voir, ça dépend de tous et chacun. Mais le compost, au fil du temps, il fait remonter le pH. Dans un cas comme ici, à 7,3, ben, ça m'inquiète pas tant que ça. À 7,5, 7,8, là, oui, ça va me commencer à me chicoter un peu. Puis l'action qu'on peut faire, c'est de mettre ce qu'on appelle un acidifiant. Ça, c'est des petites pastilles de soufre. Fait que c'est un produit qui va être jaune. C'est possible d'en mettre en agriculture biologique. C'est vendu dans les centres jardins. On peut même le commander en ligne si c'est ça qu'on préfère. Puis là, il y a différentes doses en fonction de différents sols et de différentes cibles qu'on veut atteindre. Mais la dose moyenne, elle tourne autour de 40 grammes par mètre carré. Mais dans tous les cas, il faut toujours se référer à l'étiquette pour être sûr de ce qu'on fait. Si j'avais eu, à l'inverse, un pH autour de 5,5, 5,8, mettons qu'on part un nouveau jardin, c'est possible parce qu'en général, les sols au Québec sont acides. Mais là, peut-être qu'il aurait fallu que je mette de la chaux pour venir augmenter ce pH-là pour une cible, mettons, à 6,3, 6,5, qui est l'idéal, comme j'expliquais.
Puis là, ben, vous pouvez vous fier au calculateur qu'on a dans l'application pour vous aider à déterminer la bonne dose de chaux à mettre. Deuxième colonne, la matière organique. La matière organique, bon, beaucoup de gens voient ça comme étant la chose à avoir le plus au jardin. En même temps, il y a deux grands types de sols au Québec. On a les sols minéraux et les sols organiques qui sont plus connus sous le nom de terre noire. Bon, pour qu'un sol soit une terre noire, il faudrait qu'il y ait 30 et plus. Mais ici, j'ai quand même un sol qui a beaucoup de matière organique. Puis si on regarde dans la ligne, c'est écrit très riche. Normalement, les sols plus légers comme les sables, en haut de 4 c'est plus rare en agriculture. Puis pour les sols plus argileux, dans lesquels la matière organique est mieux protégée, donc moins dégradée, ben on va avoir facilement des valeurs quand c'est très riche autour de 8. Donc ici, je présume que la personne dans son jardin a tendance justement à soit qu'elle met beaucoup de compost ou qu'elle a commencé en faisant venir de la terre à jardin d'un centre jardin proche de chez elle. Donc, c'est une hypothèse parce que c'est pas mon analyse, c'est un client de la main verte. Donc, si jamais on en avait très peu, ben là, vous aurez compris, c'est pas compliqué à augmenter, on ajoute de la matière organique. S'il y en a trop, ben malheureusement, on peut pas l'enlever là, avec une pelle. La seule chose, c'est qu'on pourrait décider peut-être pendant une année ou deux de peut-être fonctionner juste avec des engrais plus concentrés, comme mettons des fumiers granulés séchés, puis de réduire des apports massifs de compost. Mais à 10 j'aurais pas tendance à vouloir changer mes pratiques. Ensuite, je vais regarder le phosphore. Tiens. Le phosphore, au niveau agricole, tiens, pour en discuter, c'est que ça peut être dangereux pour les cours d'eau s'il y en a trop et qu'il y a de l'érosion. Ça peut faire ce qu'on appelle l'eutrophisation des cours d'eau. Donc, en agriculture, c'est très, très, très réglementé. Au jardin, si le sol reste en place et qu'il n'est pas érodé, qu'il ne bouge pas, bien, ça me stresse un peu moins. Mais ici, la personne, c'est très riche, là. En haut de 400, même comme valeur, je suis déjà considéré comme assez riche. Fait que dans son cas, à elle, elle n'aurait pas nécessairement besoin de venir en rajouter dans son jardin. Potassium, même chose. Ça aussi, ça va contribuer à la production des fruits. C'est vrai, je n'ai pas donné les rôles, mais le phosphore, si on le regarde dans la plante, elle n'en contient pas tant que ça. Là, on est à peu près à 0,2 puis elle va faire partie des constituants de l'ADN de notre plante. Donc, c'est le deuxième chiffre sur les fameux engrais NPK. Le potassium, lui, on est à 1 au niveau de l'analyse. Lui, il va travailler beaucoup sur l'osmose. C'est peut-être un peu complexe, mais au niveau aussi de l'ouverture des stomates, ça, c'est les petits organes qui permettent aux plantes de sortir l'eau puis de rentrer le CO2 qu'ils ont besoin. Parce qu'une plante, je ne l'ai pas mentionné, mais grosso modo, là, si on prenait une plante puis qu'on l'analysait, ben, on aurait 90 de sa constitution qui serait du carbone puis de l'oxygène. Ça vient de l'air. Donc, 45 qui serait en carbone puis 45 qui serait en oxygène. Après ça, on a 6 en forme d'hydrogène, ça, c'est de l'eau. Fait que carbone, oxygène, hydrogène, la beauté, c'est qu'on n'a pas acheté ça, ça ne se vend pas comme engrais. Ça vient de l'eau, ça vient du gaz carbonique, ça vient de l'air. Bon, là, les plus avancés ont probablement remarqué que l'azote n'est pas là. Mais l'azote n'est jamais dans les analyses chimiques. Puis la raison est fort simple, c'est que c'est un élément fertilisant majeur, mais qui est tellement mobile, qui bouge, que sa teneur, elle varie tout le temps. Fait que les plantes en veulent, les micro-organismes en veulent, puis la pluie, elle peut l'entraîner vers le fond d'une nappe phréatique. Donc, on prendrait une photo à un moment présent, on revient 2 semaines après, puis ces valeurs vont changer. Mais reste que la base de la fertilisation au Québec, au Canada, est en fonction justement des besoins d'azote d'une plante. Puis chaque plante a ses besoins. Fait que la tomate, ça ne sera pas la même chose que l'épinard, que l'oignon. Puis après ça, le type de fertilisant a des concentrations différentes en termes d'azote. Du compost, c'est beaucoup moins concentré que le fameux 20-20-20, l'engrais chimique par excellence que tout le monde connaît. Ou si vous y allez avec les granules de poulet de nos amis de chez Actisol, pour ne pas les nommer. Fait que là, on va être dans des concentrations de mémoire autour de 5,42, donc 5 d'azote. Donc, quand vous avez votre analyse, que votre phosphore, potassium, calcium, magnésium, ou comme celle-ci en général, qui est très riche, bien, il n'y a pas de souci au niveau de ces éléments-là. On n'aura pas besoin d'en rajouter. On peut simplement se baser sur le calculateur de fertilisation qui va venir combler le besoin en azote au niveau de la plante. Le calcium.
Le calcium, ce qui arrive avec lui, c'est que il fait partie de la paroi cellulaire. Une plante, c'est plein de cellules. Il faut que ces cellules-là soient vivantes pour pas que la plante se retrouve à mourir, à faire des petites nécroses, des petits spots bruns, des petits spots jaunes dans le fond. Donc, le calcium, lui, il vient rendre, c'est un peu l'exosquelette, c'est un peu le squelette de la plante dans le fond. Puis au niveau de la fertilisation, ben, il y a deux types de carences. Une carence, c'est quand un élément vient à être manquant. Dans tous les éléments aussi, il y a une loi en fertilisation qui s'appelle la loi de l'élément limitant. C'est-à-dire que je peux avoir tous ces éléments-là qui sont ici présents, puis manquer d'azote, puis malgré le fait que j'ai tout le reste de la gang, ben, si je n'ai pas d'azote, la croissance de ma plante est compromise, je n'aurai pas des bons résultats. Donc, une carence peut être réelle, c'est-à-dire qu'il manque réellement de calcium dans mon sol, ou une carence, ça peut être induite, c'est-à-dire que l'environnement, le climat, l'arrosage, etc., va faire en sorte que la plante va avoir de la misère à l'absorber. Dans le cas du phosphore, si on arrose avec de l'eau froide ou si en début de saison, le printemps il est froid, on va avoir beaucoup de couleurs violacées là, en dessous des feuilles principalement. Dans le cas du potassium, s'il en manque, la plante a de la misère à en prendre, bien, sur les tomates, on va avoir ce qu'on appelle du mûrissement inégal. Fait qu'au lieu que ma tomate elle soit toute belle, toute rouge, bien, ça se peut que ça se présente un peu comme avec des taches un peu jaunes ici et là. Puis le calcium, lui, normalement, il est quand même assez connu parce que les gens, ils ont ce qu'on appelle des nécroses apicales, qui est peut-être plus connu sous le nom de pourriture apicale ou de cul noir. Tiens, un très beau terme. Donc, si la plante, quand elle commence à développer son petit fruit de tomate, vient à manquer de calcium parce que nos arrosages sont irréguliers, bien là, j'ai une carence qui est induite. Puis quand que la tomate elle va grossir, bien, ces cellules-là qui sont mortes vont juste exprimer encore plus gravement ces symptômes-là d'un manque de calcium. Puis à ce stade-là, ça ne sert à rien d'en rajouter parce qu'il est déjà trop tard. Au même titre que quand je regarde l'analyse d'un sol riche comme ici, ça ne sert à rien d'en rajouter, il y en a en masse. Magnésium va servir pour la photosynthèse. Donc, encore une fois ici, c'est pas inquiétant. Bon, l'aluminium, le rapport P sur AL, c'est des trucs agronomiques, ça sert à rien au jardin. Manganèse, encore une fois ici, c'est très riche. Cuivre aussi, zinc aussi. L'autre qui me chicote souvent le plus pour des légumes comme céleri, toute la famille des brassicacées ou si vous préférez des crucifères, donc brocoli, chou-fleur. Les betteraves, le bore aide à prélever le calcium et à faire en sorte qu'on ait des belles cellules dans notre plante. Donc, si le bore vient à manquer, ben, on va se ramasser des fois avec des espèces de nécroses, là, des cellules mortes à l'intérieur des tissus. Puis le bore, le problème, c'est qu'il est très soluble à l'eau, c'est-à-dire qu'il se dissout facilement, surtout si on a des pluies chaudes durant l'été. On va se retrouver à le perdre là, vers la nappe phréatique. Puis dans ce cas-ci, ben, on peut tout simplement ajouter un peu de borax. C'est le genre de produit qui se vend autant en pharmacie qu'en centre jardin. Encore là, bien lire l'étiquette. Mais la dose de mémoire, on est autour de 1 gramme par mètre carré. Puis évidemment, moi, je le mettrais avant de planter, surtout pour mes cultures sensibles. Donc, grosso modo, je regarde cette analyse-là. La personne a un sol qui est très riche, qui semble à l'équilibre. Petit ajustement au niveau du pH, mais rien d'inquiétant qui pourrait être fait, mais qui n'est pas nécessaire. Le bar, c'est super beau. Fait qu'elle pourrait, dans le fond, juste appliquer la dose d'azote recommandée sur la main verte pour sa fertilisation. Puis, à mon sens, ça devrait avoir des bons résultats. N'empêche qu'au-delà d'une analyse de sol, ben, il y a d'autres paramètres qui font que ça marche bien ou moins bien là, au jardin. Dans le fond, dans ce cas-ci, on vient juste de s'assurer, comme quand on fait un bilan médical, que tout est correct. Fait que là, les cases au niveau du sol sont cochées, c'est beau, mais est-ce que les espacements sont bons après ça entre les plants? Est-ce que le calendrier de production est bon? Est-ce que j'ai parti avec des beaux transplants? Est-ce que j'ai bien fertilisé? Est-ce que j'arrose au bon moment? Est-ce que ma lumière est suffisante? Fait que, autrement dit, c'est un des facteurs de réussite. Ensuite, on descend au niveau de l'analyse. On a les valeurs des fois qui sont rapportées. On a la CEC, bon, pour les plus geeks, ça veut dire capacité d'échange cationique. Plus la valeur est élevée, plus notre sol va avoir tendance à être fertile. Normalement, on voit des valeurs super élevées dans les sols argileux ou dans les sols riches en matière organique. Donc ici, je présume, avec un 10 de matière organique, que la personne en a mis beaucoup. C'est la raison pour laquelle elle obtient cette valeur-là. Pour les autres valeurs qui sont mentionnées ici, dans ce cas-ci, on n'en tiendra pas compte là, à l'échelle du jardin. Dernier truc, c'est que la personne, dans le cas de l'analyse ici, elle a opté pour une analyse complète.
On voit les pourcentages de sable, on voit les pourcentages de limon, puis on voit les pourcentages d'argile. Donc ça peut être fait à la maison avec un test de bocal. Vous pouvez facilement trouver test granulométrie ou test texture de sol sur votre moteur de recherche préféré, puis trouver une façon de le faire maison. Il y a un test aussi qui peut être fait à la main. En gros, plus un sol est argileux, plus on peut faire de la poterie avec, là, carrément. Mais là, on se retrouve dans un sol dit léger parce que la proportion de sable est super importante. Ces sols-là sont le fun parce qu'ils vont se drainer, l'eau elle va descendre dans le sol plus facilement, vont être plus faciles à travailler parce qu'ils sont plus légers que les argiles. Par contre, normalement, ils sont moins fertiles. Fait qu'à l'inverse, les argiles, peut-être qu'ils se travaillent moins bien, mais c'est des sols qui vont être plus fertiles. Fait que souvent, la qualité de un est le défaut de l'autre, puis vice-versa. L'analyse texturale, si on l'a fait une fois, on n'a plus jamais besoin de la refaire. Il faut comprendre que les sols québécois ont à peu près 10-12 000 ans. Ça remonte après la période glaciaire, après le retrait de la mer de Champlain. Fait que normalement, ça ne bouge pas. Puis de vouloir rendre un sol sableux, argileux, ça serait des camions et des camions d'argile à livrer. Fait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement souhaitable et économiquement viable. Le truc, par contre, c'est peut-être de viser à augmenter un peu la matière organique, comme dans l'analyse qu'on voit ici, que la personne a réussi à faire. Fait que, bref, un très bon sol qui doit être très bien drainant aussi. On le voit que ça a été qualifié par le laboratoire. Fait qu'une analyse de sol riche, ça peut avoir l'air de ça. J'espère que vous comprenez les points importants. Maintenant, on va aller voir une analyse qui va peut-être besoin d'un petit peu plus d'amour. Donc, autre sol, autre analyse. Puis c'est normal, là, au jardin, là, l'idée, c'est de prendre plusieurs échantillons qu'on va venir mélanger ensemble pour essayer d'avoir un portrait global de ce qu'on a dans notre jardin. Mais là, ici, on est carrément sur un autre site, puis les résultats sont vraiment à l'opposé. Fait que je me retrouve dans une analyse qui est pauvre, là, même que j'ai rarement vu ce niveau de pauvreté-là dans un sol de jardin. C'est peut-être une nouvelle mise en place qui a été faite. La personne a se bâti un nouveau jardin, mais là, je suis un peu plus inquiet des résultats qu'elle obtient. Fait que le pH, tantôt, je l'expliquais qu'il faudrait le corriger s'il est trop acide. À 5,2, j'aimerais ça le ramener à 6,3. Ben, il va falloir que je me fie au calculateur de chaud pour pouvoir, de la main verte de l'application, pour pouvoir savoir quelle quantité apporter. De la chaux, il y en a trois types. Là. Il y a de la calcique, de la magnésienne, puis de la dolomitique. Souvent, les centres jardins vendent de la chaux dolomitique qui est riche en magnésium. Fait que là, on ferait une pierre deux coups. On viendrait corriger notre pH, puis on viendrait augmenter notre teneur en magnésium, là, ici, dans cette colonne-ci. Ensuite, phosphore, potassium, calcium, toute la gang. Le bord, on est en bas de 0,1, ça veut dire qu'il n'en trouve même pas. Fait que pour tout le bloc là, des éléments majeurs. Fait que les éléments majeurs, c'est un peu comme j'expliquais tantôt, c'est que la teneur ou le pourcentage de ces éléments-là dans une plante sont plus importants que la gang ici des oligo-éléments ou des éléments mineurs. Donc, phosphore, potassium, calcium, magnésium. Le premier truc que je ferais, c'est que j'aurais tendance à travailler avec un bon compost commercial, un compost domestique, peu importe, mais d'y aller avec un apport, un amendement qui va à la fois nourrir le sol, nourrir la biodiversité et nourrir la plante. Et ça, je me fierais beaucoup aux calculs de fertilisants qui sont sur la main verte. Si vous travaillez avec du fumier d'un voisin, c'est correct, mais je le préfère composter. Il y a des risques au niveau de la salubrité, puis j'aime bien mieux éviter d'avoir des problèmes de E. coli ou de salmonelle, surtout pour les légumes qui sont en contact avec le fumier, comme les pommes de terre ou les carottes, donc les légumes qui poussent en plein dans le sol. Fait que des composts commerciaux, si vous n'avez pas accès à un fumier composté proche de chez vous, ben ça se trouve facilement, puis c'est vendu en poche, puis les prix sont relativement abordables. Mais si vous voulez sauver des sous, respectez un peu les besoins là, que la main verte vous propose en termes de quantité, ça va vous aider un peu. Tout ce qui est compost de vers de terre ou autre, c'est bon aussi, compost de crevettes, compost de mouton. Les seules différences, c'est que c'est les valeurs en NPK qui vont changer, là, grosso modo. Donc, l'avantage, c'est que ça va amener des micro-organismes bénéfiques, ça va amener aussi des oligo-éléments. C'est comme un buffet, là. Fait que c'est à volonté, il y a de la nourriture pour tout le monde. Ensuite, tout ce qui est fumier de poulet séché granulé, j'en parlais tantôt, mais il existe différentes formulations. Donc, si c'est mon phosphore puis mon potassium qui est manquant, ben, je peux peut-être jouer puis en prendre un qui est plus riche en phosphore et plus riche en potassium que la formulation de base. Puis c'est des produits normalement qui sont aussi
très, très, très économique, donc assez abordable. Si à l'inverse, c'était juste de l'azote qui manquait, ben là, je peux travailler avec des produits plus nichés, c'est-à-dire des farines de plumes, pardon, farine de sang et autres. C'est tous des trucs qui sont vendus en centre jardin. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai besoin de phosphore, j'ai besoin de potassium, donc c'est pas nécessairement ça que je ferais. Si vous voulez y aller avec une option plus végétale, il existe aussi de la farine de luzerne maintenant. Les concentrations en azote sont pas si élevées que ça. C'est peut-être plus cher aussi, mais c'est des options qui existent. Au même titre qu'on peut utiliser des algues, du tourteau de soya, le gluten de maïs aussi, qui est assez riche en azote, ça peut être une bonne idée. Bon, là, j'ai essayé de donner une idée pour corriger tout l'ensemble là, des éléments qui étaient manquants là, dans le cas de notre analyse. Fait que autant le phosphore, potassium, calcium, magnésium. Mais après, là, on pourrait décider. Oh, pardon, je vais revenir à mon écran. On pourrait décider d'y aller de façon plus précise. Donc, pour le phosphore, on pourrait aller en centre jardin puis acheter du phosphate de roche. On pourrait acheter de la farine d'os aussi qui va contenir un peu d'azote. Pour le potassium, il existe différentes formulations aussi, donc du sulfate de potassium qui pourrait être une bonne idée, ou du sulfate de potassium et de magnésium aussi, qui est une autre option qui va apporter à la fois notre potassium, notre magnésium. Tantôt, j'ai parlé de la chaux pour le magnésium, puis le calcium, ben, la chaux, en apportant au jardin puis en corrigeant le pH, on va faire une pierre deux coups. Sinon, si vous préférez utiliser des cendres de bois qui vont aussi corriger le pH, ben, ça va le faire même rapidement. Ça peut être une façon aussi à la maison, au niveau domestique, de le valoriser. Mais il faut éviter qu'il y ait de la cochonnerie, du plastique et tout là, dans les cendres de notre foyer. Tout ce qui est produit de la mer et autres, ça peut faire la job facilement. Les engrais solubles, en gros, pour des transplants, OK. Au jardin, l'enjeu, c'est vraiment le fait que ça soit quand même plus cher. Fait que faites attention à ça. Mais bref, j'ai une analyse comme ça. Moi, ce que je ferais, c'est que je vais jouer à augmenter mon pH, puis je vais amener une bonne dose de compost en me fiant au calculateur de fertilisation. Puis peut-être que je referai une analyse de sol plus rapprochée. Peut-être au lieu d'attendre 3 à 5 ans, je la referai dans 1 an ou dans 2 ans pour voir si mes actions ont porté leurs fruits. Fait que voilà pour l'analyse plus pauvre au jardin. Donc là, on vient de regarder les grandes lignes de c'est quoi une analyse chimique, là. Bon, c'est sûr que un sol, c'est aussi de la biodiversité. C'est aussi l'aspect physique. La texture du sol, j'en ai parlé. Puis quand la texture du sol avec la matière organique crée des liens, bien, ça finit par faire ce qu'on appelle la structure du sol, ce qui va aider l'eau à s'égoutter, ce qui va aider des fois aussi à conserver l'eau quand on vient tout juste d'arroser. Mais l'oxygène, c'est vraiment crucial dans le bon développement de la plante, donc il faut éviter un sol compacté. Bref, une plante, sa croissance, son développement, ben, c'est le reflet, oui, de l'état de santé chimique de notre sol, mais aussi au niveau de la biodiversité, au niveau biologique, puis au niveau physique. Et ça, ce n'est pas à négliger. Il faut l'observer, la plante. Il faut le regarder un peu comment elle s'exprime au niveau de son feuillage, au niveau de son développement. Puis avec votre œil, vous allez finir par vous habituer, puis de peut-être être capable de corriger certaines choses. Là, on a trouvé un graphique là, sur le web qui est il y en a plein de ça. Si vous tapez carence nutritive des plantes, là, vous allez le trouver assez facilement. Souvent, ce qu'on va regarder un peu, c'est est-ce que ce sont sur des vieilles feuilles ou des jeunes feuilles. Fait que c'est le premier aspect. Lui qui est le plus connu, ben, c'est celui au niveau de l'azote, qui a tendance à jaunir au niveau de ses vieilles feuilles. Puis c'est toute la plante qui va commencer à jaunir de la base de la vieille feuille, mais éventuellement même au niveau de la tête. L'azote, c'est essentiel pour faire de la chlorophylle, pour faire des protéines dans la plante. Donc, si elle manque, c'est sûr qu'à ce moment-là, elle va dépérir rapidement. Puis, on va souvent le retrouver dans les sols qui sont mal fertilisés, sous-fertilisés ou gorgés d'eau. Puis ça, dans les transplants, on le voit fréquemment. Les gens qui arrosent trop, il n'y a pas assez d'oxygène, ça vient asphyxier la culture. Puis à ce moment-là, le feuillage jaunit. Par contre, petite nuance, si c'est de la tomate puis que le point de croissance en haut, il est beau, la tête est verte, une belle couleur, un beau vert foncé, puis que notre plant est rendu super chargé en feuilles puis en fruits, c'est normal que les vieilles feuilles dépérissent. Dans ce cas-là, moi, je viens les tailler pour essayer de donner un petit kick de croissance à ma plante. Ensuite, le deuxième élément au niveau du potassium. Bon, nécrose en périphérie, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir un peu de jaunissement ou de brunissement sur le bord des feuilles.
Peut-être que les fruits aussi vont être mal formés, je l'ai expliqué un peu tantôt, donc ça, il faut apporter, le regarder. C'est peut-être plus complexe à voir un peu. Puis encore là, c'est surtout une question de sous-fertilisation, mais reste que c'est rare les symptômes de carence en potassium. Le calcium, je l'expliquais tantôt, donc c'est souvent une carence induite par des mauvais arrosages. Donc oui, il faut que le sol ait de l'oxygène à l'intérieur, il ne faut pas l'assécher complètement non plus, puis éviter les gros coups d'eau. Puis des sols trop acides vont aussi avoir de la difficulté à rendre le calcium disponible pour la plante. Donc, on peut avoir des symptômes au niveau des fruits, le fameux cul noir, mais aussi des brûlures là, tout en pourtour de la feuille qui va commencer à se dessécher, à noircir. Ça, on va peut-être plus le voir là, dans des cultures de légumes feuilles comme la laitue, par exemple. Le magnésium va se passer à mi-chemin dans la plante puis sur les vieilles feuilles aussi. Il va y avoir une décoloration de la feuille, mais la nervure, elle, va avoir tendance à rester quand même foncée. La nervure, c'est par là que la sève, elle circule. Ça va être assez visible. Si c'est des vieilles feuilles, ça me chicote moins parce que c'est un peu comme l'azote, ça appartient au passé. Ces feuilles-là, on met sur l'avenir. Puis encore là, ça peut être dû au fait que les sols sont trop acides ou si jamais vous avez un débalancement, que votre sol est hyper riche en potassium, bien, la plante à ce moment-là va avoir de la misère à aller chercher son magnésium. Le phosphore, tout ce qui est des pH trop bas, trop acides, dans des sols qui sont trop froids, une coloration qui va être violacée, qui va être pourpre, surtout sur le dessous des feuilles, donc la face inférieure et non la face du dessus, la face supérieure. Les tomates l'expriment très clairement, là, cet effet-là. Le maïs aussi, tout ce qui est maïs sucré. Si vous arrosez vos transplants, là, ça c'est un bon exemple. Là, ceux qui font leur propre plant de tomates, qui arrosent avec de l'eau froide, ils vont le voir rapidement cette coloration-là pourpre violacée qui va s'exprimer. Le souffle, bon, des chloroses généralisées ou une croissance qui va être plus faible. On va voir dans le fond une décoloration de la feuille, puis des chloroses, c'est des petits spots là, de malformation, un peu comme des taches, si vous voulez, qui vont être plus pâles. Des sols qui sont très pauvres, mais faire attention à ne pas confondre avec une carence en azote. Il faut retenir dans ce cas-là que le soufre, ça se passe en haut surtout, tandis que l'azote, ça se passe un peu partout au niveau de la feuille. Le dernier, ça serait le fer. Ça va être beaucoup de décoloration, puis même au niveau de la nervure qui va avoir tendance à pâlir. Dans le schéma ici, ils l'ont mis sur une vieille feuille, mais ça, je l'ai quand même vu souvent sur la tête, donc en haut au niveau de la tête. Le bar, maintenant qu'on parlait, qui est un des éléments qui est très plus rare, souvent manquant. Bon, des nécroses, malformations des jeunes feuilles. C'est beaucoup aussi quand vous allez vous rendre au niveau des légumes racines, des légumes tiges aussi, que vous allez peut-être pouvoir l'observer. Fait que dans le cas d'une analyse de sol, que l'on sait qu'on a ce problème-là, mais juste un rappel, on peut facilement le corriger en amenant soit du borax ou un autre produit qui s'appelle le Solubar, donc un bar soluble, ou tout autre produit qu'on peut vous recommander en centre jardin pour ce qui est du bar. Fait que, en gros, c'est ça pour les analyses, de faire le lien avec la croissance de la plante. En conclusion, c'est beaucoup d'observer notre valeur de pH. Si j'ai un pH très acide, là, autour de 5,5, je devrais chauler pour améliorer la disponibilité de mes éléments nutritifs. Tandis que si j'ai un sol avec un pH trop élevé, j'ai de la misère à dire vraiment un seuil, là, mais en haut de 7,5, j'aurais tendance à y aller avec un acidifiant parce que cet effet-là se fait sentir aussi pas instantanément, là, ça prend un peu de temps. Donc, on peut y aller avec un acidifiant, donc des pastilles de soufre. Un rappel sur la matière organique, faut pas voir ça comme un placement, là, comme quelqu'un qui joue à la bourse ou qui met de l'argent à la banque, là. En haut de 7%, ben, cette matière organique-là, elle fait juste s'accumuler sans devenir disponible pour la plante. Parce qu'une plante, qu'elle soit biologique ou conventionnelle, là, elle mange toujours la même affaire au niveau des éléments minéraux dans le sol. Fait qu'il faut que la matière organique se fasse dégrader par la biodiversité dans le sol, qui, eux, vont prendre le carbone et l'azote qu'ils ont besoin pour pousser. Là. Ces champignons-là, ces bactéries-là, eux aussi ont besoin d'éléments nutritifs pour leur propre croissance. Puis tranquillement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont relâcher la matière organique sous forme de matière minérale. C'est le processus qu'on appelle la minéralisation. Donc, la matière organique, si on en met trop, ça devient difficile pour le sol de transformer cette matière-là et de la minéraliser.
Donc, en haut de 7 souvent, c'est moins bon. Peut-être que là, j'aurais tendance à fertiliser un petit peu plus avec des engrais biologiques, oui, mais plus concentrés, plus granulés, qui vont se dégrader facilement dans le sol. Parce que la différence entre un engrais puis un amendement, c'est justement sa capacité à se minéraliser rapidement. Fait que les fumiers de poulet là, séchés granulés avec du sol, là, ça n'a pas beaucoup de carbone, ça a beaucoup d'azote, ça va se transformer rapidement. Le compost, c'est un peu plus lent. Mais quelqu'un qui va mettre du bois ou de la paille, là, c'est très riche en carbone, très pauvre en azote, même qu'on risque de se retrouver à créer ce qu'on appelle une soif d'azote, donc une carence en azote. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait quand on fertilise. Donc, si mon sol est très riche, peut-être que je vais couper un peu sur mes doses de compost, voire à ne pas en mettre pendant une année ou deux, puis aller avec des engrais plus concentrés. Si c'est des sols à 10 comme on regardait tantôt, c'est quand même bien. Ben, moi, j'aurais quand même tendance à dire que mon besoin en azote pour ma tomate, ben, il va venir à moitié d'un compost, puis l'autre moitié viendra d'un engrais comme Actisol. Comme ça, je m'assure de nourrir à la fois mon sol, de nourrir ma biodiversité avec le compost, puis aussi de nourrir ma plante avec des éléments qui vont être plus facilement absorbables. Fait que voilà, c'était ça un cours 101 d'analyse de sol. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez approfondir ou des choses qui n'étaient pas claires, juste à nous relancer parce que la gang de la main verte, on adore ça échanger avec la communauté, avec nos membres. On adore ce qu'on fait, puis on aime ça le partager. Fait que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est facile à rejoindre, juste à nous écrire, puis on vous répondra avec plaisir. Sur ce, bonne fertilisation. À bientôt.